VOA Afrique. Salut à tous, bienvenue à nos studios de VOA Afrique. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui et comme invité, nous avons le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'UDPS. Notre invité, et vous le savez, assure la direction en intérim de ce parti qui est le parti phare de l'opposition au Congo depuis le décès de l'opposant historique Etienne Tshisekedi. Avec lui, nous allons faire les tours des questions brûlantes en RDC. Pour commencer, nous lui disons d'abord bonjour, monsieur Jean-Marc Kabound. Bonjour, monsieur le journaliste. Ok, bienvenue à notre studio ici. Merci beaucoup. Merci. Voilà. En RDC, l'insécurité s'est accrue à l'Est. Dans l'Est, on le sait, avec des nouvelles rébellions dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu et même dans le Kasaï. Et présentement même dans le Bas-Congo et à Kinshasa, avec une succession d'évasions spectaculaires de prisons. Et récemment, il y a quelques 3 jours, cette attaque en plein marché central de Kinshasa. Quelle est votre lecture de cette situation? D'abord, d'entrée de jeu, cette situation sécuritaire alarmante traduit l'absence de l'autorité de l'État au Congo. En fait, nous avons un régime qui n'arrive pas à assurer la sécurité à son peuple. C'est la première impression que nous avons. Et maintenant, s'il faut entrer dans le détail de cette insécurité, parce que ça fait déjà plus de 16 ans que Joseph Kabila est au pouvoir, avec une campagne électorale en 2006 qui était axée sur la sécurité, sur l'instauration de la paix au Congo. Aujourd'hui, il s'avère que c'est un échec pour Joseph Kabila et son régime. Ils n'ont pas réussi, dans le moindre détail, d'assurer la sécurité et la paix en RDC. Et pour le contexte actuel, vous parlez bien du Kasaï, qui est un phénomène nouveau. Vous parlez de l'insécurité en plein centre-ville de Kinshasa, où il y a des tueries. Et au Bas-Congo, cela nous pousse à croire que c'est lié justement aux questions politiques brûlantes de l'heure. Ce n'est pas un hasard. Où il y a des nouvelles rébellions. Hein. Bien sûr, c'est ce qui est vrai que cela est directement lié aux problèmes politiques que nous avons aujourd'hui, notamment à l'alternance. Et nous avons M. Joseph Kabila qui aujourd'hui est au pouvoir, qui gère par défi, qui avait déjà fini son second et dernier mandat l'année passée, donc le 19 décembre de l'année passée. Il ne veut pas quitter le pouvoir et dans ses stratagèmes, il institue un état d'urgence d'effet en étant lui-même auteur de ces insécurités et pour justifier par exemple la non-tenue des élections, pour justifier un état d'urgence qu'il envisage instituer au Congo, afin de se maintenir au pouvoir. Donc c'est lié, l'insécurité vécue au Congo actuellement, plus précisément dans les régions du Kasaï à Kinshasa, c'est vraiment l'œuvre du pouvoir en place. C'est l'œuvre du régime qui n'a réussi, dans une certaine mesure, à mettre en place le plan là, de rester au pouvoir, cherche à intimider le peuple congolais, à mettre la communauté internationale devant un fait accompli et bénéficier d'une prolongation. C'est ça en fait ce que nous vivons. Mais ce qui est grave, c'est que dans tout ça, c'est des pertes en vies humaines que le Congo est en train de connaître. Ce sont nos compatriotes qui meurent, vous vous imaginez. Si déjà en pleine ville de Kinshasa, des insurgés entre guillemets peuvent pénétrer jusqu'au marché central, tuer des policiers, tuer des responsables, c'est pour vous dire que personne n'est épargné au et Congo. S'attaquer au poste de police. S'attaquer au poste de police. À l'ANR. L'ANR, tout ça, c'est incompréhensible pour un État gendarme comme le nôtre. Notre pays, c'est un État gendarme où on peut retrouver facilement des militaires armés, surarmés. Où je suis ici aux États-Unis, je n'ai pas vu ça. Où vous voyez des jeeps tourner à longueur de journée avec des armes lourdes
sur leurs véhicules, où vous trouvez des militaires armés comme s'ils étaient en guerre, des policiers cagoulés armés comme s'ils étaient en guerre. Et de l'autre côté, on voit ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment un paradoxe. Ça n'a pas de commune mesure, donc c'est quelque chose qui est bien préparé et que le gouvernement de M. Joseph Kabila veut nous imposer de manière aussi, je dirais même cynique. Vous semblez lier tout ce qui se passe à la non-tenue des élections, mais on sait de l'autre part que le président de la Commission électorale nationale indépendante a déclaré qu'il était pratiquement impossible de tenir les élections en décembre 2017, comme le prévoit l'accord du 31 décembre. C'est dommage que M. Nanga ait dit ça. Je pense que ça l'engage que lui-même. Ce sont des propos qu'il assumera. Mais recadrons maintenant la réalité des faits. Il n'y a pas eu élection en 2016. Et pour ça, nos compatriotes sont morts. Le régime de Kabila a tué. Des centaines de Congolais sont morts pour revendiquer la convocation du corps électoral le 19 septembre 2016. Et pour ça, il a fallu qu'on aille à un dialogue politique. Et Nanga, avant ces dates historiques, il racontait qu'il avait besoin d'un consensus politique, qu'il avait besoin d'un compromis politique pour présenter un calendrier électoral au peuple congolais. Et il le disait à haute et intelligible voix. Nous sommes allés au dialogue, où Nanga était expert dans la thématique. Nanga, c'est le président de la Commission électorale nationale indépendante. Bien sûr, où il était expert dans la commission qui traitait des questions électorales. Mais il était là, il a pris part active, et l'accord politique parle de l'organisation des élections avant fin 2017. Donc, c'est un consensus politique auquel M. Nanga, qui attendait ce consensus, devait accommoder le processus électoral. Mais il ne l'a pas fait. Nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris parce que nous savions déjà que M. Nanga, c'était une caisse de résonance du pouvoir en place et qu'il pouvait faire que ce que le pouvoir lui demandait de faire. En fait, comme je venais de le dire, le pouvoir de M. Kabila n'est pas dans le schéma d'une alternance politique au Congo. Et pour ça, il faut utiliser la CENI, la Cour constitutionnelle, utiliser des mécanismes censés protéger la loi, censés protéger le consensus politique pour lui donner une certaine prolongation. Nanga avait pourtant, M. Nanga, Corneille Nanga, vous avez pourtant prévenu avant les tractations, les dialogues, pendant et après, et il semble être soutenu par d'autres organisations expertes comme la francophonie. Non, nous avons eu un temps long de discussion au centre interdiocésain où plusieurs experts étaient réunis. On avait le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement auquel j'appartiens, avait des experts. Je dois citer nommément Martin Fayoulou, le président de l'ECID, qui a pris part active dans cette commission où nous avons démontré avec des données chiffrées, des données techniques chiffrées, qu'il y avait possibilité d'avoir des élections dans notre pays tout au plus tard le 31 décembre. Cela n'est pas venu de hasard. Bon, mais soyons quand même rationnels. Si cela était impossible, pourquoi l'avoir marqué dans un accord politique qui est censé aujourd'hui être une loi pour la République démocratique du Congo? Donc c'est après un examen, une étude approfondie qui avait possibilité d'avoir des élections en cette date. Vous parlez de cet accord qui prévoit que les élections se fassent en 2017, mais en relation avec la mise sur pied de toutes les institutions. Donc, mais la faisabilité de cela dépend aussi de comment les choses se passent sur le terrain. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même de l'opposition, et particulièrement l'UDPS, responsable au blocage actuel pour la mise en place des institutions comme le Conseil national de suivi de la transition et même le gouvernement que vous contestez? Je voudrais ici recadrer les objectifs qui nous ont poussés à aller dialoguer. Parce que nous ne devons pas donner l'impression
que nous sommes allés dialoguer pour des postes. Loin de là. Le rassemblement n'a jamais dialogué pour accéder à des postes ou pour gérer avec Kabila. Mais le vrai problème, c'est quoi? Aujourd'hui, le régime de Kabila, c'est comme un fou qui a une machette en pleine ville. Vous ne pouvez pas les laisser avec la machette. Sinon, le fou va exterminer les gens, il va commettre des dégâts. Et il faut tout de suite lui ravir la machette. Et quand vous lui ravissez la machette, vous devez être prudent parce que c'est un fou. Il ne raisonne pas normalement, il risque de vous blesser aussi. C'est ça la stratégie que nous avons prise, c'est ce qui nous a amené à aller dialoguer. En principe, nous devons dialoguer pour baliser la voie à des élections crédibles. Et un bon nombre de principes a été mis sur pied pour accompagner cette période de transition. Notamment la mise sur pied d'un gouvernement qui sera dirigé par le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, la mise sur pied du CENSA dirigé par le président du Conseil des sages de rassemblement et d'autres mécanismes plus pratiques pour faciliter une bonne transition et des élections apaisées, entre autres les principes que Kabila ne se représentera plus aux élections comme candidat. Il n'y aura plus de révision constitutionnelle pendant cette période. Il n'y aura plus de référendum pendant cette période, voyez-vous. Et quand on va un peu plus large, la décrispation du climat politique, la libération des prisonniers politiques, le droit d'accéder aux médias publics garanti à tout le monde, même ceux de l'opposition, la réouverture des médias proches de l'opposition. Vous voyez tous ces points-là qui constituent l'ensemble des mécanismes pouvant accompagner cette période, c'était justement pour nous amener à des élections crédibles. Mais dites-vous un peu, à quelle hauteur estimez-vous la mise en œuvre de tous ces principes? Je dirais à 0%. Parce qu'il ne suffisait pas seulement de nommer un Premier ministre et ensuite... qui est venu de l'UDPS et qui s'est était focalisé proche. là-bas, je vais revenir. Donc pour nous, ce n'est pas le fait qu'on a nommé un Premier ministre, qu'on a des garanties pour aller à des élections, d'autant plus que nous ne savons pas nous déployer sur le terrain pour mobiliser nos combattants à l'intérieur du pays. C'est interdit pour nous. Nous ne savons pas tenir des meetings. Il y a encore tous les prisonniers politiques sont en prison. Je citerai Djomi Dongala, le président de MP, Franck Diongo et les autres. Il y a ceux qui sont en exil. Donc, parlons ici de Moïse Katumbi. Et tout récemment, vous entendez que Dokolo est condamné par contumace. Donc, ça ne nous garantit pas à de bonnes élections. Donc, il n'était pas question de postes, mais il était question de baliser la voie à de bonnes élections. Vous parlez d'un Premier ministre de l'UDPS, non? Qui était proche, Monsieur Tchibala, qui était le porte-parole du rassemblement et qui était proche depuis très longtemps de votre leader. Je ne veux pas m'attarder sur cette question. Monsieur Tchibala est nommé Premier ministre en dehors de l'accord. Parce que Tchibala, c'est un exclu de l'UDPS. Avant même qu'il soit nommé à ce poste. Nous avons estimé qu'il avait quitté la ligne droite du parti et que, nous avons actionné les mécanismes disciplinaires du parti et on l'a mis dehors. Quand on exclut quelqu'un d'un parti politique, il ne fait pas partie. Donc, dans la stratégie de M. Kabila, il fallait faire venir des gens pouvant accepter sa stratégie de son maintien au pouvoir. Est-ce que la question n'aurait pas été résolue si vous aviez accepté, après l'impasse constatée par les évêques comme médiateurs, des consultations que Kabila avait appelées sur initiative des évêques? Non, mais ça c'est vraiment impossible parce que déjà, M. Kabila, c'est un problème. Non, ce sont les évêques qui ont... Vous avez signé les documents oui, mais bien entendu. Après l'impasse où les évêques disaient ils s'en remettent au chef de l'État et que celui-ci devrait appeler aux consultations. Ils vous appellent, mais vous n'êtes pas allé. Les évêques ont fini par comprendre que ça a été une grosse erreur de leur part d'avoir dit ça ou d'avoir remis l'initiative à Joseph Kabila. Aujourd'hui, si on doit s'en tenir aux accords, c'est marqué noir sur blanc. Vous l'avez signé, vous. Nous l'avons signé.
est-ce que nous étions arrivés au bout? Non, parce qu'il y a un arrangement particulier qui n'a jamais été signé. Donc, sur des questions, je dirais, banales, sur le mode de désignation d'un Premier ministre, alors que le point 3 Romain 3.3 parle bien, explique bien comment est-ce que d'où pouvait provenir le Premier ministre et comment ces Premiers ministres devaient être nommés. Dans ces cas, moi j'ai dit ceci, Monsieur Joseph Kabila étant le problème, identifié comme l'épicentre du problème, il n'a aucune qualité de prendre l'initiative dès lors que c'est lui le problème. Donc l'initiative devait revenir aux évêques jusqu'au bout. Mais les évêques, n'étant pas de politique, ils ont pu, face à l'impasse, face à l'incompréhension de la classe politique congolaise, où nos amis de la majorité ont été vraiment incompréhensifs, insensibles aux pleurs des Congolais. Je crois que les évêques ont manifesté leur ras-le-bol, ils ont déposé, mais pour nous, nous avons pensé, jusqu'à preuve du contraire, que Joseph Kabila n'avait aucune initiative à prendre, d'autant plus que c'était lui le problème. Mandaté par les évêques qui avaient reçu mandat. Pourquoi n'avez-vous pas saisi cette occasion de consultation pour amener au chef de l'État les fameux testaments dont vous parlez et qui avaient le nom du Premier ministre laissé par M. Etienne Tshisekedi. La question est simple, M. Sango. C'est simple. Les évêques avaient amené à M. Kabila cette lettre. Vous savez sa réponse? Il voudrait avoir cette lettre. Il voudrait recevoir cette lettre des mains du président du Conseil des sages du Rassemblement. Donc c'est lui qui devait remplacer. Justement, les concertations auraient été l'occasion. Et nous avons compris quelle a été sa stratégie parce qu'il envisageait déjà le dédoublement du rassemblement. Et ainsi, il devait avoir l'occasion de dévoyer complètement la mise en œuvre de l'accord. Donc, nous avons estimé, de bon droit, que ça va. Et le rassemblement s'est organisé pour assurer la succession du président Tshisekedi au poste du président du Conseil de sages du Rassemblement. Eh bien, la question ne s'est posée pas là. Vous savez vous-même que nous sommes butés à une difficulté banale de 3 noms à 1 nom. L'accord parle d'un Premier ministre présenté par le Rassemblement. Et on ne comprend pas comment la minorité au pouvoir au Congo va tout de suite sauter sur une histoire de 3 noms. Non, c'était 7 noms. Ce sont les évêques qui ont, en fait, parmi leur médiation, sont arrivés à 30. C'est sur une question qu'on ne devait pas tergiverser parce que l'accord, parce que le grand problème dans notre pays, c'est le non-respect des textes. C'est ça l'incarnation de Joseph Kabila. Donc ne respecter aucun texte. Il a violé la Constitution et il voulait nous pousser, nous, à violer l'accord avant même sa mise en œuvre. Non, même l'accord reconnaît au président de la République démocratique du Congo le droit de nommer le Premier ministre. Donc ça serait, comme je disais, les concertations, l'occasion pour vous d'amener votre nom ou votre testament ou votre liste. Attendez, M. Chakou, c'est pas ça ce que dit l'accord. L'accord parle d'un Premier ministre. Mais ce Premier ministre ne serait pas nommé par le président Tshisekedi. C'est lui-même, Joseph Kabila, qui, après, devait nommer ce Premier ministre. Donc, personne ne lui a arraché ses pouvoirs constitutionnels de nommer un Premier ministre. Mais là où ils nous ont amenés, c'est vraiment de l'amalgame. Ces pouvoirs de nommer. Et d'abord, pourquoi nous sommes allés dialoguer? C'est justement parce que Kabila n'a pas réussi à respecter notre constitution. Et vous pensez que cela ne devait pas avoir de conséquences? Et Kabila devait continuer à gérer le pays avec tout le plein pouvoir après le 31 décembre 2016? Non, c'est pas ça. Un nouveau cadre politique devait se dessiner. Ça c'est vrai, politiquement c'est ça. Un nouveau cadre politique régissait le pays. C'est l'accord politique. Constitutionnellement parlant, un Premier ministre est nommé dans la majorité parlementaire. Est-ce que le Rassemblement a une majorité parlementaire à l'Assemblée ou au Parlement? Non. Mais c'est une nouvelle donne politique qui est née de suite de la non-convocation de l'élection et dont M. Kabila perd une partie de son pouvoir. C'est ça les conséquences ou la conséquence majeure
de la non-organisation des élections dans notre pays. Et Joseph Kabila devrait comprendre cela. Donc, l'accord dit, monsieur, vous n'avez pas organisé les élections, eh bien voilà, on note en vous une partie de votre pouvoir et le rassemblement, l'opposition vous impose un premier ministre. Vous n'allez pas nommer un premier ministre de votre choix parce que vous n'avez pas respecté la Constitution. Et c'est ça, là. Il s'est posé la question des critères. Donc, il avait quand même, en fait, cette prérogative de voir qui réunit tous les critères. Non, mais nous ne devons pas quand même nous laisser berner par ça. Joseph Kabila a eu un mandat plein de 5 ans où il avait tout le pouvoir de nommer un premier ministre selon ses critères, mais on n'a pas eu les élections. Il ne nous dira pas que parce qu'il y a un problème de critères à gauche, à droite. Non, mais il a eu des premiers ministres pendant 5 ans, dès son choix, répondant à ces critères à lui. Non, le Congo est en véritable déliquescence. Le Congo aujourd'hui est paralysé. Tous les secteurs de la vie au pays sont paralysés. Et on n'a pas eu les élections. Donc, ces problèmes de critères ne pouvaient pas se poser dans la mesure où le candidat proposé par le Rassemblement n'était pas un petit enfant. Félix Tshisekedi a une expérience politique. Il est dans un grand parti politique, l'UDPS. C'est un responsable au sein du parti. Dire qu'il s'est posé un problème de critères, nous ne savons pas de quels critères il s'agit. Là, il faut que je dise que je suis resté un peu sur ma soif de savoir pourquoi vous n'avez pas accepté de consultation et pourquoi vous n'avez pas amené ces fameux testaments. Nous avons tout simplement respecté l'accord qui parlait, qui express verbis d'un nom, ou pas d'un nom, mais d'un premier ministre. Donc, nous étions en devoir de présenter un premier ministre à M. Joseph Kabila et lui de les nommer. Donc, on s'en tenait tout simplement à l'accord politique. La question a fragilisé l'opposition, mais surtout l'UDPS, après la mort de M. Etienne Tshisekedi. En fait, on vous accuse d'avoir effectué cette restructuration que les autres ont boudé ou continué à bouder. Mais au sein de votre parti, on vous accuse, à partir de ce moment-là, d'avoir la même mise aussi sur la commission disciplinaire. En fait, vous êtes en même temps intérimaire de M. Etienne Tshisekedi qui était le président et en même temps vous contrôlez la commission disciplinaire. Donc c'est aussi la dictature dans votre parti? Oui, vous savez, nous sommes un grand parti politique qui a des problèmes internes, des problèmes de gestion, des problèmes internes que nous gérons quotidiennement. Et c'était prévisible qu'après la mort inopinée du président Tshisekedi, certaines personnes pas plus constantes pouvaient agir tel qu'ils ont agi. Mais quand on pose un acte en politique, on essaie toujours de trouver des raisons. Parce que c'est indigne, parce que ça ne répond pas à l'idéal auquel on avait souscrit. Il faut chercher des échappatoires. Donc, quand on prend les cas de Bruno Tshibala, qui est parti en âme et conscience, qui acceptait de gérer un gouvernement avec Kabila en contradiction avec la ligne tracée par le parti. Pensez-vous que le parti va laisser faire? Non, mais parce que c'est inconcevable qu'un membre du parti, un haut cadre du parti, prenne une position en contradiction avec la ligne tracée par le parti. Et lorsque quelqu'un quitte le parti à travers ses actes, mais personne n'a chassé personne. Donc, on prend ses responsabilités. On quitte le parti, on est parti. Donc, c'est cette histoire de mainmise sur la commission des disciplines. Ça, c'est un problème purement interne. Je connais comment, je ne saurais pas ici déballer comment fonctionnait cette commission des disciplines. Il y avait déjà un problème à son sein. Je vous ai dit ici que nous sommes un grand parti politique, mais l'option que nous avons prise, c'est une option politique pour préserver le parti. Et nous l'avons fait. Le président Etienne Tshisekedi étant mort, la direction aujourd'hui, en fait, vous en assumez la direction par intérim, mais pour son remplacement, il devait se tenir quand même un
un conclave ou Un congrès, où en est-on? Parce que certains parlent du 30 décembre avec un conclave. C'est quoi en fait? En fait, conformément à nos textes, nos statuts, il est prévu un congrès. Après le décès du président en exercice, il est prévu un congrès pour pouvoir à son remplacement. Mais il ne faudrait pas oublier que la politique a ses réalités. Ça, c'est un texte jugé juridique, régulant le fonctionnement au sein du parti. Mais nous nous sommes vus en face d'une situation politique qui ne nous a pas permis de convoquer ces congrès conformément à nos statuts parce qu'on devait le faire un mois après le décès du président Tshisekedi. Mais vous-même, vous savez dans quel contexte le président Tshisekedi est décédé et l'environnement politique de l'époque et même jusqu'à présent. Ça ne pouvait pas nous permettre de convoquer tout de suite un congrès, étant donné qu'on était d'abord frappé par cette mort inopinée, et de l'autre côté, on avait un accord politique en pleine discussion. Et quand on regarde un peu plus loin, il y a des gens vraiment déterminés à saboter le parti, à mettre le parti en péril. Il nous a fallu un petit temps d'observation pour savoir sur quelle base on devait agir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous nous estimons heureux. Parce que si on avait convoqué ces congrès à son temps, on aurait toutes ces personnes... Là, vous ne respectez pas les textes. Non. Je ne dis pas que c'est une situation que nous avons fait exprès. Mais je viens d'énumérer ici les raisons qui sont très fondamentales parce que c'est de la politique. Il y a des réalités en politique auxquelles on est obligé de faire face. Voilà, puisque le président de la CENI a annoncé l'impossibilité d'organiser les élections fin décembre 2017, M. Félix Tshisekedi, qui est secrétaire général adjoint de votre parti, a suggéré 6 mois de transition sans Kabila. Mais comment voyez-vous cela s'est passé? Est-ce qu'on devrait aller encore à un dialogue, à des tractations pour cela? En fait, Félix Tshisekedi, vous avez dit qu'il est secrétaire général adjoint. C'est un acteur politique de premier plan au pays. Qui est le fils, je vais rappeler ici que Félix Tshisekedi est le fils du défunt Etienne Tshisekedi. Oui. Bien entendu, il a dit ça, c'est son opinion. C'est vraiment une opinion à lui qui peut être exploitée. Nous allons réfléchir là-dessus pour voir si c'est possible. Mais en ce qui me concerne principalement, je crois que M. Joseph Kabila joue aussi avec ça. Cette histoire des dates, d'échéances, et pour nous prendre toujours au tournant et répéter l'histoire. Dans le contexte actuel du Congo, ça c'est le message que je passe partout où je suis passé. Dans le contexte actuel du Congo, on a un régime déterminé à ne plus quitter le pouvoir par les élections. Et ils font tout pour empêcher l'organisation de ces élections. Nous avons un accord politique qui dessinait le cheminement de la gestion du pays pendant cette période transitoire jusqu'aux élections. Donc, date butoir le 31 décembre 2017. Et comme Joseph Kabila refuse d'appliquer l'accord politique, qui est source de légitimité pour lui et pour le reste des institutions, je crois qu'une question fondamentale se pose. Est-ce qu'il faut laisser à Joseph Kabila le temps de gérer le pays jusqu'au 31 décembre, date prévue par l'accord que lui-même a refusé d'appliquer, ou aujourd'hui il faut trouver un mécanisme et nom pour sauver le pays? Nous n'avons pas seulement ces problèmes de légitimité de pouvoir de M. Joseph Kabila, mais Joseph Kabila est confronté aussi à un problème de gouvernance, une gouvernance chaotique, une gouvernance qui, si on est sérieux, le peuple congolais est en danger permanent face à la gouvernance de Joseph Kabila. Donc, l'absence de légitimité pour lui, au jour d'aujourd'hui, de gérer le pays, associé à sa gouvernance qui est chaotique, nous pousse à croire que Joseph Kabila n'est pas en droit de gérer ce pays.
demain, je parle bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi, bien sûr. Nous sommes lundi 17. Hein. Oui, à la date d'aujourd'hui, j'ai dit bien, Joseph Kabila n'est pas un président de la République digne de gérer ce pays demain. Donc, j'ai dit que nous pouvons. Le mieux faire aujourd'hui, ce n'est pas de laisser Joseph Kabila gérer, c'est de gérer le pays jusqu'au 31 décembre, envisager quoi que ce soit, mais c'est d'exiger son départ demain. Et enfin... Très rapidement, quels sont vos rapports avec Moïse Katumbi? On sait qu'il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle depuis longtemps et monsieur Félix Tshisekedi a fait de même il n'y a pas très longtemps, annonçant aussi sa candidature. Je dirais que c'est de très bonnes relations. Nous avons de très bonnes relations avec Moïse Katumbi, étant donné qu'il est partenaire important au rassemblement. Je crois que c'est une relation basée sur le respect mutuel. Moïse Katumbi nous respecte en tant que grand parti politique et nous lui respectons aussi en tant qu'autorité morale des plateformes importantes du rassemblement. Et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons cheminer et obtenir le résultat que nous nous sommes assignés comme objectif au rassemblement. Donc obtenir le départ de Joseph Kabila, empêcher un troisième mandat pour lui, une révision constitutionnelle ou un référendum. Donc nous sommes réunis autour de ces objectifs et je crois que nos relations sont très bonnes et personne aujourd'hui ne peut nous demander, nous à l'UDPS, de ne plus être en bon terme avec Moïse Katumbi, étant donné que les objectifs que nous poursuivons sont les objectifs voulus par notre peuple. Vous êtes en bon terme, allez-vous soutenir sa candidature ou en fait comme Félix Tshisekedi l'a annoncé Ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Nous sommes un parti politique. Nous sommes un grand parti politique, le parti phare du rassemblement. Nous ne pouvons pas nous empêcher aujourd'hui d'avoir un candidat président de la République. Moïse Katumbi, même il ne peut pas s'empêcher aujourd'hui de se déclarer candidat président de la République, d'autant qu'il l'a fait avant même la mise sur pied du rassemblement. Il y a Martin Fayoulou qui s'est aussi déclaré. C'est le rassemblement qui n'est en aucune façon un regroupement électoral. Mais le moment venu, moi je suis en train de croire, de penser que le rassemblement pourra se mettre autour d'une table si réellement nous voulons proposer des alternatives crédibles à la gestion chaotique aujourd'hui, si nous voulons gagner les élections, se mettre autour d'une table et avoir un candidat unique du rassemblement. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais pour l'instant, les candidatures peuvent se déclarer, ce qui est tout à fait normal, mais obtenons d'abord ce que nous devons obtenir, le départ de Joseph Kabila au courant de cette année. Avant de finir, en fait, Etienne Tshisekedi est décédé le 1er février 2017. Il s'est fait aujourd'hui plus de 5 mois que son corps traîne encore à Bruxelles. À quand son rapatriement et qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui? Je sais que vous étiez en tractation avec le gouvernement, il y a des documents qui devraient être signés et des engagements qui ont été pris. Oui, c'est très malheureux. Hein. C'est très malheureux pour nous et pour le pays, dans la mesure où Joseph Kabila met tout en œuvre pour empêcher le rapatriement du corps du président Tshisekedi au pays. Nous avons tout fait. Nous avons même décidé de le faire avec nos propres moyens. Mais nous n'avons jamais eu l'occasion de le faire. Et nous avons même, pour prouver notre bonne foi, nous avons même accepté de collaborer avec ces régimes illégitimes pour obtenir ces rapatriements, mais en vain. Tout récemment, vous êtes au courant que tout était mis en œuvre. Nous avons eu un compromis qui devait être sanctionné par un simple communiqué. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est maintenant près de 2 mois, ce communiqué n'a jamais été signé par le pouvoir. Nous l'avons signé, nous et la famille biologique, mais jusque-là, rien n'est fait. Dans les communiqués, vous avez finalement accepté d'enterrer feu Etienne Tshisekedi dans la parcelle familiale. Dans une concession familiale. Mais on n'avait pas le choix parce qu'on était buté à des raisons qui ne tenaient pas debout. Qui est en fait dans une zone éloignée du centre-ville. Bien entendu, nous avons accepté cela pour favoriser ces retours
et vous, les vous obsèques du président vous Tshisekedi. accusez le gouvernement de ne pas vouloir, de ne pas accepter les rapatriements qu'est-ce qui explique cela d'après vous? Mais c'est la peur bleue que Kabila a aujourd'hui. Ils se disent, parce que nous avons entendu cela de leur propre bouche, ils ont peur de la mobilisation que ces corps pourraient occasionner à Kinshasa lors de l'arrivée du corps et même pendant les obsèques. Ils ont dit clairement qu'ils étaient impossibles pour eux de gérer 3 millions de personnes dans les rues de Kinshasa. Mais cette peur-là est justifiée par leur propre attitude. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est eux qui ont refusé d'appliquer l'accord. C'est eux qui ont mis le peuple congolais dans une situation difficile, de misère, de pauvreté. Mais ils refusent maintenant parce que le peuple congolais peut trouver en ça une occasion de s'exprimer. Et vous craignez que, en fait, ils craignent que, vous voulez dire qu'il y ait des débordements? Oui, bien entendu, ils ont peur. Ils se disent qu'une révolution peut se déclencher à l'arrivée de ces corps, mais une chose qui est totalement une hypothèse que nous rejetons, parce que nous ne pouvons jamais accepter que le corps de notre président, que nous considérons héros, puisse être saboté. Pourquoi ne pas l'enterrer momentanément, soit à Bruxelles ou ailleurs en attendant? Non. Nous ne pouvons jamais faire cela, parce que le président Tshisekedi, c'est d'abord un combattant. Il a combattu différentes dictatures au pays. Jamais le président Tshisekedi n'est parti au exil. Il est resté, il a fait des prisons, des relégations. Il a été torturé. Le président Tshisekedi a subi tous les méfaits des dictatures dans notre pays, au pays. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas contraindre son corps, après sa mort, en exil. Donc le président Tshisekedi doit et devra être enterré sur les sols de ses ancêtres. Pour terminer, vous avez annoncé il y a quelque temps que vous allez le rapatrier. Est-ce que vous avez les moyens d'assurer la sécurité, de contrôler la foule vous-même pour ça? Ce n'est pas à nous, nous n'avons pas la gestion de la police et de l'armée. Nous, en tant que citoyens, nous jouissions de droits sur le sol de nos ancêtres. Ces droits-là d'aller inhumer notre père à nous. Nous disons que nous allons nous décider, nous nous sommes déjà décidés et nous nous préparons pour que ce corps rentre. Parce que nous nous sommes déjà mis d'accord sur les lieux où il sera enterré. Nous nous sommes mis d'accord sur les lieux de l'exposition de son corps. Et pour le reste, si le gouvernement refuse d'affréter un avion, de faire construire une sépulcre, nous pouvons nous trouver des moyens et les faire, c'est fini. Mais vous aviez refusé pourtant un sépulcre qui était entré en construction dans le cimetière de la Gombe. Non, mais cela a été fait à dessein, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on aille enterrer le président Tshisekedi dans un cimetière fermé. Merci bien. Donc c'est par là que nous mettons fin à ces programmes. Nous vous disons merci de nous avoir suivis nombreux et nous vous prions de continuer à nous suivre sur notre site internet www.voaafrique.com et sur notre page Twitter et notre page Facebook. Continuez à nous suivre. Merci de votre fidélité. Nous recevions dans ces studios M. Jean-Marc Katbound, qui est le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, parti phare de l'opposition congolaise. C'était votre serviteur, Eddy Isango. Merci, à la prochaine. VOA Afrique. Salut à tous, bienvenue à nos studios de VOA Afrique. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui.